Mesdames et messieurs, à la faveur du changement de tête au niveau du ministère des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi faisant place à Cheikhou Bakary, nous avons choisi à l'occasion pour cet entretien parler pour une fois de diplomatie. On sait, on connaît le monde très feutré des diplomates, gardiens de certaines traditions. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire une incursion, de connaître un peu plus ce monde en recevant un ambassadeur. Je veux nommer Théodore Komlanvi Loko, ambassadeur à la retraite, enseignant chercheur en droit public, en droit international et en sciences politiques et docteur en droit public. Ambassadeur Loko, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et surtout j'ai accepté, je tiens à le dire au commencement, parce que j'ai comme impression que notre métier est très mal connu. Et on en a eu plusieurs exemples déjà. Et je me rappelle, en 90, j'ai été invité à donner une conférence à l'Assemblée nationale sur la politique étrangère, en matière de sécurité. Il y avait un intérêt. C'est déjà très bien que des acteurs institutionnels cherchent à inviter des professionnels, universitaires, diplomates, pour un échange. Et récemment même, il y a eu un accord scientifique d'accord entre le ministère des Affaires étrangères et l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, j'ai été invité à donner également une communication, c'était en 2022. Ça signifie qu'il y a un intérêt. Mais il faut quand même qu'on approfondisse la connaissance, parce que c'est un métier qui vient de très loin, il y a une longue tradition. Et les hommes d'État ont beaucoup d'ambition pour leurs États. Ils veulent faire beaucoup de choses. Mais ce serait quand même bien qu'en faisant les choses, qu'on tienne compte quand même des fondamentaux qui existent. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai accepté l'invitation pour avoir l'occasion d'échanger longuement avec vous. Et je dois avouer que le point le plus important que je dois préciser au départ, c'est que l'État, comme idéal type, doit permettre de comprendre le fonctionnement commun au type concret. L'État, comme idéal type, doit permettre de comprendre le fonctionnement commun au type concret. Le Bénin a son enracinement culturel et son histoire singulière. Mais quand même, quand il s'agit d'institutions partagées, il faut qu'on parte de l'État comme idéal commun. C'est ça qui évite, ça évite de sortir d'une logique qui est partagée au niveau universel. C'est pour ça que j'ai accepté cette invitation pour faire l'échange ce matin. Nous vous en sommes très reconnaissants. Alors, on va évidemment parler pas du métier, en tout cas découvrir les enjeux de la diplomatie béninoise et évidemment parler de cette actualité-là, parce que nos téléspectateurs évidemment veulent connaître quelque peu les tenants, les aboutissants de ce changement de tête survenu, surtout dans ces conditions-là. Alors, si on fait un retour rapide sur la diplomatie béninoise sur ces dernières années. On peut commencer par évoquer au début de mandat ce rendez-vous manqué à Paris avec le président Macron. Peut-être on va commencer par ce point très précisément. Vous voyez, moi j'étais à l'étranger quand ça s'est passé. J'ai suivi la télé comme tout le monde. Je vois le président à Paris. Non loin de lui, le ministre des Affaires étrangères, il disait qu'il n'avait pas été reçu par le président Macron. Et le président a précisé, mais le ministre des Affaires étrangères m'a dit qu'il a envoyé une note verbale. Et ça m'avait fait très mal, parce que c'est mon président, c'est mon pays. Le Bénin a une longue tradition en matière diplomatique. Nous avons eu des diplomates de renom. Et on ne peut pas reprocher au Bénin aujourd'hui de ne pas connaître la procédure en matière diplomatique. Je vous dis bêtement comment ça se passe. Et aux affaires étrangères, tout le monde a cette expérience-là. Si mon président décide d'aller rencontrer un autre président, là, c'est le premier papier qui part, qui donne l'information. Alors, on a un accord de principe de l'autre côté. Et puis, dès que l'accord de principe est acquis, tout le monde se met au travail. Des deux côtés, on prépare la visite. Et au moment où le président est là-bas, c'est sûr que l'ambassadeur de France ici serait déjà parti pour l'accueil, pour l'organisation. Vous voyez? Et donc ça signifie que il y a eu le premier papier qui est parti, c'est juste l'annonce. Ce n'est pas la visite qui est préparée. Or,
au ministère des Affaires étrangères, il y a quand même des fonctionnaires. Moi, la plupart des responsables du ministère étaient mes étudiants. Et je suis sûr qu'ils connaissent ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que les diplomates n'ont pas eu le courage de dire, parce que nous, quand on était en activité, moi, il m'est arrivé une fois, c'est pas que je m'en vante, hein, une décision allait être prise au niveau du gouvernement. J'ai envoyé un papier, je me suis rendu compte qu'on a rectifié le tir. Donc, parce que dans notre métier, on nous l'apprend. On nous dit, vous êtes là pour 30 ans de carrière. L'homme politique est là pour 5 ans fois 2, meilleur des cas. Mais vous l'encadrez. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous demande de ne pas afficher nos partis politiques. Vous voyez? Donc, c'est le diplomate qui nous sommes au service du gouvernement. Donc, s'il y a ce genre de situation, c'est que l'administration n'a pas fonctionné. Or, est-ce que l'administration avait la liberté de manœuvre? C'est ça le vrai problème. Moi, je ne peux pas imaginer ce qui a pu se passer. Voilà. Par rapport à cet exemple que vous donnez. Voilà, en temps, ça s'est normalisé depuis. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que le Bénin et la France ont, on va dire, les meilleures relations possibles. L'autre point de cristallisation, c'est cette... on va dire, ces bisbilles avec le Nigeria qui a abouti à la fermeture des frontières. Spécifiquement pour vous, de votre position, comment vous avez analysé cette séquence? Vous voyez, quel que soit l'État au monde, en matière diplomatique, je peux même oser commencer par définir la diplomatie comme l'art de construire l'intérêt national, pas la culture internationale, l'intérêt national, pas la culture internationale. Donc, dans chaque pays, il y a une structure qui s'occupe de la diplomatie. Et tous ceux qui y sont, de concert avec les acteurs institutionnels, donc le milieu politique, c'est pour ça qu'on parle d'articulation entre le politique et l'administratif, tout le monde sait que quand il s'agit de l'extérieur, il faut avoir une culture internationale. Mais malheureusement, quand on parle d'intérêt national, c'est un concept, mais qui a trois discours. Alors, le discours le plus amer, c'est quand un État arrive à analyser l'intérêt national en termes de puissance. Ça dit qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on tape sur la table. C'est ce que le Nigeria a fait. Mais fort heureusement, c'est souvent une parenthèse. Si vous faites attention, bon, souvent à l'université, on s'amuse à demander, on demande souvent aux étudiants de faire des études comparées des doctrines en matière de politique étrangère. Vous allez entendre, il y a les États-Unis en avaient l'occasion souvent, doctrine Monroe, doctrine Truman, tout ça. Souvent, de temps en temps, il y a ce genre de doctrines qui contredisent la position antérieure. Mais après, il y a une autre doctrine, ça signifie que de temps en temps, on utilise la force, quoi. L'intérêt national en termes de puissance. Ouais. Mais c'est une parenthèse. Une parenthèse. Et ce même pays, Nigeria, qui a tapé sur la table, mais dans beaucoup de domaines, coopère avec le Bénin. Il y a beaucoup de cadres de coopération avec le Bénin. Ouais. Ça, c'est vraiment une parenthèse. Quand ça s'exprime en termes de puissance, c'est souvent une parenthèse. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous travaillons, même au niveau du continental, à la CEDEAO, la Banque africaine de développement, l'Union africaine, le Bénin coopère avec les Nations Unies aussi. Mais le vrai problème, c'est que quand on parle d'intérêt national, il peut être construit en termes de puissance, il peut être construit aussi par les préférences sociétales. Chaque pays a ses besoins. Chaque pays vient sur la scène internationale avec ses préoccupations domestiques. Donc, sur cette base-là, il revient aux diplomates de chaque État de travailler avec les politiques pour que ce que j'appelle culture internationale, ça se fabrique. Et on remarque que dans les pays développés, malheureusement, les exemples viennent de là-bas, malheureusement. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Dans les pays développés, on a constaté que, au fond, il y a les choses vont très vite. Le milieu international est changeant et incertain. Et puis, le professionnel, il est dans ses dossiers. Le politique a 1000 choses à faire. Parce que quand quelqu'un vient au pouvoir, il a beaucoup d'ambition. Et il veut foncer. Donc, il n'a pas le temps d'étude de ça. La preuve, quand vous rencontrez une autorité politique, il faut dire en 5 minutes ce que vous devez dire ailleurs en 2 heures de temps. Ouais, pour lui permettre de prendre une décision. Ouais. Donc, sur cette base-là, il revient au milieu diplomatique
de voir de quelle manière construire cette culture internationale. Et il revient, et de plus en plus les pays, je parlais des pays occidentaux, qui ont recours maintenant au milieu académique. Vous voyez, les choses évoluent tellement. Avant, quand on parle de diplomatie, c'est comme une affaire de la prérogative du chef de l'État. Oui. Bon, heureusement, le chef de l'État, à ce niveau-là, au niveau étatique, il y a une articulation de l'administratif des affaires étrangères et puis le politique, ça marche bien. Mais maintenant, les universitaires rentrent dans le milieu parce que parfois, les administratifs, les politiques sont débordés. Il revient aux universitaires de réfléchir, de voir entre le Nigeria et le Bénin, par exemple. Quand je lis les travaux du professeur John Ige, qui passe souvent qui est spécialiste du Nigeria, oui, mais il dit qu'il y a tellement d'interdépendance entre ces deux pays. Et il y a aussi tellement de déficits en matière de coopération. Vous imaginez? Mais comment on peut l'expliquer? Alors qu'on peut dire, on peut supposer qu'il y a des diplomates rompus qui connaissent très bien ce pays, qui sont, en tout cas, qui expérimentent, qui ont une longue tradition de coopération, qui connaissent les rouages, les arcanes. Comment on peut expliquer qui est par rapport au Nigeria, même si on peut se targuer quelque peu. Et ça, c'était le ton de notre diplomatie quand ça s'est passé, d'avoir tenu. On s'est glorifié à juste titre d'une certaine résilience, puisqu'on n'a pas coulé pour autant. Comment on peut expliquer quand même que les relations avec ce pays, est-ce que ce sont des, comme vous l'avez dit, une parenthèse conjoncturelle à celui qui dirigeait le Nigeria à cette époque? Comment on peut... C'est à la fois structurel et conjoncturel. Conjoncturel par rapport aux hommes. Vous savez, en diplomatie, il y a ce qu'on appelle les critères idiosyncratiques. L'homme. Puis on dit, qu'on veuille ou non, en matière pour raison de sécurité, c'est le chef de l'État qui a des prérogatives en matière de politique étrangère et sécurité par rapport aux autres puissances. Tout à fait normal. Parce qu'on peut pas, on ne négocie pas sur la classe publique. C'est lui qui indique la direction. Mais dans le même temps, la structure importe beaucoup. Et nous sommes arrivés. Quand vous lisez les travaux du professeur John Ige, il y a quelque chose qu'il dit qui m'intéresse. Il dit, mais quand le Nigeria parle de contrebande, c'est-à-dire au niveau frontalier, pas de contrebande, lui, comment il a gagné, en tant qu'universitaire, comment il analyse ça? Il dit, mais c'est des populations qui, depuis les années 60, ont fait preuve de résilience. Parce que, des deux côtés, les gouvernements n'ont pas été à la hauteur. C'est comme ça qu'il analyse ça. Ça signifie, je comprends alors pourquoi, dans les pays développés, on fait appel au milieu universitaire pour faire des études. La dernière fois, sur notre forum de diplomates à la retraite, il y a l'ambassadeur Rongavou, qui était ambassadeur au Nigeria, un brave monsieur, qui rappelait comment, avec ses collègues ambassadeurs du Nigeria à l'époque, ils allaient sur le terrain, ils constataient qu'il y a des ethnies qui ne s'entendent pas. Mais imaginez-vous, s'il y a une ethnie qui a des antécédents avec des ethnies au Bénin, et le président nigérian sort de cette ethnie. Vous voyez déjà que quand il parle de critères idiosyncratiques, il y a déjà un petit problème. Mais maintenant, il faut que la structure l'emporte sur la conjoncture. Exactement. Il faut qu'on travaille la structure. Et c'est à ce niveau-là que dans les pays développés aujourd'hui, il y a le milieu universitaire qui fait des études. La Grande-Bretagne a pris le dessus dans cette direction. Et la France a suivi, les Américains aussi, et de plus en plus on parle de diplomatie, on parle même de diplomatie scientifique. J'étais heureux. Je ne vais pas donner son nom, il y a un professeur béninois qui est membre de l'Académie des lettres et sciences, Académie béninoise des lettres, sciences et arts, enfin, je n'ai pas la dénomination en tête, qui parle même de diplomatie scientifique par rapport au Bénin et au Nigeria. C'est-à-dire il y a un projet qui existe. Est-ce que les universitaires des deux pays, Nigeria, Bénin, ne vont pas se retrouver, analyser la tête froide de la situation et déposer un dossier et là, pour la politique. Pour la politique. Les politiques font des choix maintenant. Et maintenant, il reviendra aux affaires étrangères de faire la mise en articulée. Pour être plus précis, pour être plus clair, est-ce qu'on peut dire que quand on regarde un peu la manière dont cette affaire a été gérée, le président de la République, le président son excellence Patrice Talon, a voulu simplement, disons, envoyer un message. Pour caricaturer, dans l'opinion publique, habituellement, on a l'habitude on va dire, les Béninois ont l'habitude de se coucher à la moindre injonction du voisin nigérian. Cette fois, on ne dira pas tenir tête, mais en tout cas, essayer de faire face pour que le Nigeria ne nous marche pas dessus comme habituellement.
si on peut caricaturer cette séquence-là, est-ce que c'est simpliste de le dire ainsi ou il y a beaucoup d'autres enjeux qu'on ne peut pas forcément exposer sur la place publique? Non, sur la place, non, il faut dire que nous avons une chance d'avoir un président. Son discours rassure. Son discours rassure. Bien. Maintenant, il y a la boîte noire. Moi, en tant que chercheur, je ne peux pas rentrer dans la boîte noire. Qu'est-ce qui motive ceci? Qu'est-ce qui motive cela? Même surtout quand on parle au niveau le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères sortant, qui fait une déclaration, se demande est-ce que le courant a pu passer. Il y a la boîte noire. Moi, je ne rentre pas dans la boîte noire. Mais je ne parlerai que de ce qui, sur le plan intérêt national, sur le plan structurel, devrait être... voilà, Donc, sur ce plan-là, je trouve une cohérence dans le discours du chef de l'État jusque-là par rapport au Nigeria. Mais... si ça ne marche pas, ce n'est pas la faute du président. Hein. Le président doit être conseillé par ses collaborateurs et les affaires étrangères. Oui. Et ici, le vrai problème qui se pose, quand on se demande comment ça a pu se faire, qu'à un moment donné, le courant n'a pas pu passer entre le chef de la diplomatie et le chef de l'État. Parce que, tout à l'heure, je parlais de prérogatives du chef de l'État. Mais ce qui fait le confort des affaires étrangères, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire, c'est un milieu de professionnels. La présence du ministre des Affaires étrangères, qui est comme la présence du chef certainement la présence du chef de l'État, fait que on ne demandera pas à un diplomate de venir rendre compte de ce qu'il fait. C'est-à-dire, on lui confie une mission, parfois sur le terrain, parce qu'il est sur un terrain mouvant, changeant et certain. Il a des difficultés quand il ne peut pas atteindre l'objectif, il sollicite lui-même des instructions. Et il rédige même dans les thèmes dans lesquels on doit donner des instructions. Donc, c'est un vrai expert. Le ministre des Affaires étrangères, s'il n'est pas en phase avec le chef de l'État, les affaires étrangères sont perdues. Pourquoi? Parce que, au fond, le compte rendu, le diplomate, il n'y a pas de compte à demander à un diplomate de carrière. Parce qu'en matière diplomatique, le champ technique du diplomate est épargné. Parce qu'il a la liberté de manœuvrer, lui confie une mission, il a la technicité pour atteindre l'objectif. Donc, il revient au ministre des Affaires étrangères de répondre aux questions du gouvernement, aux questions adressées au gouvernement devant l'Assemblée. Mais maintenant, il faut que ça marche entre le président et lui. Là, c'est la boîte noire. Moi, je ne rentre pas dans la boîte noire. D'accord. Alors, donc, est-ce que, au vu de ce que vous venez de dire, au vu de cette connaissance, là, vous venez de confirmer qu'il y a des diplomates qui sont, juste une dernière question sur cette parenthèse du Nigeria, qui sont expérimentés sur ces questions. Est-ce que les diplomates devraient sortir un peu plus de leurs réserves? Les diplomates devraient un peu plus parler pour, disons, éclairer un peu plus. On sait que cette fonction, les diplomates sont tenus à l'obligation de réserve. Bon, on peut se dire que l'ambassadeur à la retraite, un diplomate professionnel, peut s'épancher quelquefois pour expliciter un peu... En principe, non, parce qu'il ne peut pas parler en public de ça, puisqu'il a beau être à la retraite, c'est quand même un diplomate, il a du respect pour son chef d'État, pour son pays, qu'il a représenté à l'extérieur. Parce que la diplomatie, c'est la représentation par excellence de l'État. Un diplomate ne peut pas parler en public et critiquer son gouvernement, son ministre, c'est la fin de tout, quoi. C'est la fin de tout. Voilà. Mais il lui est loisible d'adresser une fiche. Moi, il m'est arrivé, le ministre Agbenossi, on n'est pas amis, on ne se connaît pas. Mais tout ce que je fais, je donne des communications, je fais une déclaration, j'écris un article qui touche la diplomatie, j'ai son adresse électronique, je lui balance. Donc il y a une copie de tout ce que j'ai écrit et dit en matière diplomatique. Parce que j'ai beau être à la retraite, il y a une loyauté que je dois avoir vis-à-vis du pouvoir. Et je saisis l'occasion pour dire que le pouvoir doit faire confiance aux diplomates. Le pouvoir doit faire confiance aux diplomates. Vous pensez que ça a manqué? Oui, parce que vous voyez, le diplomate, on lui demande de cacher même son étiquette politique. Et il le fait. Sauf quelques rares, qui l'ont pas caché, mais avec suffisamment d'intégrité. Nous avons eu un diplomate, un éminent diplomate, qui a été ministre des Affaires étrangères, après président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire il a été très rigoureux dans sa façon de travailler, de servir l'État au niveau politique. Et ça n'a pas gêné. Donc c'est des cas rares. Sinon, habituellement, le diplomate, il garde la réserve. Mais on ne lui rend pas toujours. Imaginez-vous, quand il y a fin de règne,
Les pays anglophones le font bien en Afrique, mais les pays francophones ne le font pas bien toujours. Quand il y a fin de règne, l'ambassadeur qui est diplomate de carrière, qui est politique, il est rappelé dès qu'il y a fin de règne. Mais le diplôme de carrière, on lui doit cette courtoisie, il reste en place, on organise son retour, son rappel. Mais on ne tape pas sur la table et dit rentrez au bercail, vous tous, et on ne peut pas le traiter comme un ambassadeur nommé politiquement. Vous imaginez. C'est-à-dire ça, là, j'ai saisi l'occasion pour dire oui. nous gardons la réserve, mais on ne nous le rend pas toujours. Quoi. On ne le rend pas toujours. Voilà. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il y a pu, parce qu'il y a beaucoup d'options hein, où il y a eu on va dire, il y a eu une représentation, en tout cas formidable, on peut parler du retour des objets d'art. Il y a sur le front de la diplomatie béninoise, en tout cas, mené par le chef de l'État et le ministre sortant, le ministre Aurélien Agbenossi, il y a eu beaucoup de faits d'armes au cours de ces 7 dernières années pour révéler le Bénin, selon le thème consacré. Mais pour vous, où est-ce que ça a cloché, très concrètement? Vous avez parlé de quelque chose qui a marché, la culture. Oui, la culture. Oui. Alors, la question, c'est où est-ce que ça a cloché? Oui. Non, on parlera des faits d'armes un peu plus tard. Vous parliez de confiance aux diplomates. Oui. On a évoqué deux accros, en tout cas, dans ces, on va dire, ces 7 ans, et puis il pourrait en avoir d'autres. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut mettre ça sur le compte d'un certain dysfonctionnement entre les diplomates et l'administration, ou comment vous analysez un peu tout ça? Tout à l'heure, je vous ai dit que le champ technique du diplomate, le champ technique de l'administration est épargné dans l'évaluation. On n'évalue pas le diplomate, on lui confie une mission, il a l'obligation d'atteindre le résultat, oui. Mais avec une approche qui est la sienne. Selon la culture des uns des autres, affaires étrangères, on ne vient pas des mêmes horizons. Mais chacun sait comment tenir la route. Et de manière intelligente, je dois avouer, mes collègues, chacun a fait ses preuves à son front de lutte. Oui. Et avec cette expérience-là, je dis que ça ne peut pas être dans le champ de l'administration. Maintenant, les accros au niveau, je ne veux pas dire non plus, pas jeter là, sur le politique non plus. Parce qu'il faut une articulation entre les deux. Est-ce que le diplomate, maintenant, sur le terrain, moi je ne suis plus à l'activité, mais est-ce que les jeunes diplomates aujourd'hui ont le courage de faire des fiches au chef pour dire non, c'est pas bon, c'est bon? Vous voyez, le politique prendra sa décision, ce qui lui convient. Mais il revient au diplomate de faire la fiche. Et pour vous donner un exemple, moi j'étais en poste, par rapport à mon poste, il y a une décision que le gouvernement a prise à l'époque, et à mon insu, un ambassadeur a commencé par poser des actes. Moi, c'est ceux avec qui je travaille à Rome qui me disent attention, attention. Et j'ai eu des formations. J'ai dit, ah non, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une unité systémique. On ne peut pas travailler à rang dispersé, quoi. Et c'est de l'extérieur que j'ai eu l'information. J'ai vérifié, c'était vrai. Mais quand j'ai parlé, on m'a appelé le soir, on m'a dit, monsieur l'ambassadeur, vous avez raison, tout est mis en ordre. Elle dit, ça signifie que le diplomate a l'obligation. Elle dit, vous ne pouvez pas laisser le patron se tromper. Vous avez l'obligation. Je ne sais pas, je ne suis pas en activité, mais je tiens à ce que, parce que ce n'est pas la faute toujours de l'administration, c'est dans l'intérêt de tous qu'il y a une bonne articulation entre l'administratif et le politique. Quand ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est un point d'articulation. D'accord. Voilà, en parlant et je tiens à dire, la rencontre que le chef d'État a organisée la dernière fois, ça montre. Vous voyez. Justement, nous allons y venir, mais avant, quelle est la spécificité de l'organisation des services diplomatiques? La spécificité, vous voyez, le ministre de l'Éducation. D'abord, je profite pour dire quoi. En droit administratif, quand vous comparez, vous prenez l'administration dans un État, l'administration fonctionne d'une certaine manière. Un problème émerge, ça peut être en éducation, en santé. Ça émerge, c'est mis à l'ordre du jour, et peut-être une décision va être prise en Conseil des ministres, et il y a eu une mise en œuvre, et il y a eu une évaluation. Mais aux affaires étrangères, ça ne se passe pas comme ça. Et d'abord, la diplomatie, ça fait le lien entre les préoccupations domestiques et les possibilités qu'il y a à l'international. Or, celui qui étudie le milieu international, c'est le diplomate. C'est son milieu de travail. Et
pour bien travailler, il fait en sorte que, c'est-à-dire on lui donne un outil de travail. L'outil de travail, c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais son organisation tient compte de la structure. Quand les choses évoluent au niveau international, on restructure les affaires étrangères. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Vous allez entendre dans les pays africains, on entend de plus en plus parler d'intégration africaine qu'on ajoute. Au lieu de dire ministre des Affaires étrangères, comme en Europe et en France, ministre des Affaires européennes. Vous voyez, on ajoute, dès qu'on voit qu'on doit donner de l'importance à un élément donné, on restructure. Mais il est vrai que, compte tenu des régimes politiques, il y a des lignes dominantes. Mais autant que faire se peut, on adapte l'administration des affaires étrangères au système international pour permettre l'efficacité, surtout l'efficacité. Et ce qui va plus loin, il y a aux affaires étrangères, on n'en parle pas souvent. Moi, j'ai été directeur des affaires juridiques, je suis très fier de le rappeler. C'est une structure d'une importance aux affaires étrangères. J'admire les Suisses. Comment la Suisse et puis la France, comment recrute-t-on le directeur des affaires juridiques en Suisse? C'est-à-dire, c'est appel à la candidature. Et on voit les professeurs, les grands professeurs d'université envoient leur papier et on regarde. Et on choisit un. En France, c'est la même chose. Et ça fait que, dans ces pays-là, il arrive souvent que les directeurs des affaires juridiques de ces ministères se retrouvent à la Cour internationale de justice. C'est des grands professeurs qui font leur preuve aux affaires étrangères et qui montrent. Pourquoi? Parce qu'aux affaires étrangères, il y a une spécificité en matière de droit. Et au niveau national, la production du droit, on sait comment ça se passe. Il y a le niveau, il y a les règlements, la loi, la constitution. Et c'est horizontal, c'est vertical. Mais au niveau le droit international, le droit interne. Mais quand les juges sont saisis au Bénin et ils ne maîtrisent pas le droit international, ils ont recours à qui? Aux affaires étrangères, les affaires juridiques. Moi, j'ai eu un ministre dont je parle de plus en plus bien, et le ministre Iji. C'est en son temps d'ailleurs, il était ministre quand j'ai été nommé directeur des affaires juridiques. Mais j'ai appris, il m'a donné une pédagogie. C'est après que j'ai découvert qu'il est juriste, je ne savais pas. Mais quand je vais au boulot, je reçois les dossiers que les autres directions traitent. Il n'y avait pas cette tradition avant. Les directions géographiques et techniques traitent des dossiers, mais lui, avant de prendre une décision, il m'envoie copie et il écrit dessus que pense le juriste. C'est-à-dire que celui-là, il sait que l'articulation de droit interne et le droit international, c'est d'une importance. Voilà. Donc, aux affaires étrangères, il y a une façon de travailler qui ne ressemble pas. C'est pour ça que, dernièrement en France, quand j'ai entendu parler de l'extinction du corps des diplomates, je trouve que c'est quand même regrettable. Regrettable pourquoi? Parce que c'est le seul métier. Vous voyez, quand on dit diplomatie, on dit représenter, négocier, informer, protéger, ça fait 5. Mais il y a beaucoup de métiers où c'est représenter. Il y a des métiers où c'est informer, des métiers où c'est protéger. Mais c'est le métier où, comme on dit, le café, là, il y a le lait, le sucre, on dit 3 en 1. C'est le seul métier au monde où il y a 5 en 1. Donc, il est tenu, de par son profil professionnel, à faire la liaison entre ces 5 obligations, 5 devoirs professionnels. Et ça fait déjà une spécificité. Mais le problème qu'ils ont en France, ils veulent mettre, ils parlent de diversité du personnel. C'est-à-dire d'origine, le personnel vient des milieux d'aristocratie, tout ça. Et il faut dire que les institutions doivent être partagées. Elles peuvent avoir leur ancrage culturel particulier ou leur histoire singulière. Chez nous, au Bénin, on n'a pas connu ce problème. Il y avait qu'au départ, dans les années 60, la diplomatie, c'est les grandes familles, les Dorego, les Da Silva. Mais depuis la révolution en 72, là, c'est ouvert à tous. Vous faites des relations internationales. Moi, je n'aurais pas pu aller en diplomatie si ça avait continué comme dans les années 60, vous voyez. Donc, on n'a pas ce problème. Pour répondre à la question finale, pour vous dire, il y a quand même cette spécificité. C'est-à-dire, 5 en 1, c'est le seul métier, je trouve, il peut en avoir d'autres, je ne sais pas, mais où il y a ces 5 obligations en 1. Il est tenu, et pour faire son travail, il en est conscient. Le diplomate, il se donne la culture, il se cultive pour faire la hauteur. Et il y a ce qu'on appelle une approche globale. C'est pour ça qu'au fond, on dit un grand corps de l'État, parce que lui dit, de par la fonction qu'on lui donne, l'expérience qu'il fait tous les jours, il s'est dit qu'il lui revient la démarche globale.
Les autres sont dans des approches sectorielles. Vous voyez un peu ça. Donc déjà, au niveau national, ils se donnent l'approche globale, quand les autres sont la démarche globale, quand ils mettent les autres dans les approches sectorielles. Et au niveau international, il est le gardien du temple, c'est lui qui suit l'actualité internationale pour faire en sorte que les décisions à l'interne soient en phase avec le milieu qui nous entoure, quoi. Voilà, c'est ça. En parlant de la spécificité, nous allons peut-être vous demander comment ça se met en place une mission diplomatique. En quelle logique, dans quel cadre on décide, avant de parler, c'est quoi? À la suite de ce petit accro technique. Voilà, je vous posais la question. On a envie de comprendre à quelle logique répond et comment ça se met en place une mission diplomatique. Et comme je disais en termes de notre entretien, il y a une tradition qui vient de très loin. Bien. Pendant longtemps, je commencerai par des années 60. Parce qu'il y a eu une pratique, c'est-à-dire la diplomatie, c'est d'abord une pratique. Ouais. Et on n'a pas créé, c'est des institutions, disons, le droit international a organisé une pratique existante. Voilà, exactement, c'est la bonne formule. Et ça fait que aujourd'hui, quand on parle de relations diplomatiques, tout est déjà balisé. Ça dépend du domaine. S'il s'agit de relations entre les États, et surtout à travers les missions permanentes, les ambassades qui sont... Voilà. Il y a la Convention de 61, qui dit de manière stricte comment les choses s'organisent. Et selon son contenu, on peut dire qu'il y a une liberté des États au niveau interne, dans l'organisation, de la même manière que l'État peut organiser l'université, peut mettre l'université au-dessous de l'enseignement supérieur. Il lui est libre, il lui est loisir de le faire ou de le libérer, de le sortir. De la même manière, en matière diplomatique, il organise ses services comme il entend. Mais sur le plan international, les choses sont bien organisées. Quand il s'agit de relations diplomatiques entre États, il y a la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques. Et là, il s'agit de représentation politique. C'est-à-dire, l'ambassadeur représente un caractère politique, il représente un État. C'est un représentant qui a un caractère politique. Le consulat, c'est la Convention de 63 qui donne un caractère administratif parce que, et c'est très important, les Béninois sont à l'extérieur et ont besoin d'assistance. Il y a des pays où, non, si vous avez beau être à l'étranger, l'État vous est proche comme si vous étiez sur le territoire. Très bien. Donc, c'est bien organisé. Et ça dépend. Parfois, c'est des missions spéciales, c'est-à-dire la diplomatie itinérante. Ça, c'est la Convention de 69. Et il y a la Convention de 75, ça, c'est les représentants des États auprès des organisations internationales. Donc, tout est prévu. Rien n'est laissé au hasard. Maintenant, au niveau de l'organisation, si, comme dit le porte-parole du gouvernement... On va suivre son extrait d'ailleurs, si l'élément est prêt pour parler de la carte diplomatique. C'est très bien. Je confirme que le président de la République a, à son initiative, fait descendre au pays l'ensemble
de nos diplomates en poste à l'étranger, je veux dire les ambassadeurs, donc les responsables de nos représentations diplomatiques, et qu'il a eu effectivement une séance de plusieurs heures avec ceux-ci. À l'occasion, il a été procédé à une lecture critique de l'action diplomatique du Bénin dans le monde, notamment en ce qui concerne nos points d'attention. En particulier, on doit se souvenir de ce que depuis 2016, la diplomatie béninoise a une vocation beaucoup plus économique, dans le sens que les ambassadeurs reçoivent des lettres de mission et sont tenus à des résultats en ce qui concerne le positionnement économique, la recherche de partenariats pertinents au profit de notre pays. Donc une lecture critique de cette action a été faite. Et par ailleurs, le président de la République a amené ses interlocuteurs à échanger avec lui sur la carte diplomatique de notre pays. En l'espèce, il s'est agi pour le chef de l'État d'évaluer la situation et de voir s'il serait opportun aujourd'hui pour notre pays d'élargir à nouveau sa carte diplomatique. Pas de l'élargir dans le sens de retourner à ce que nous avions comme pratique, mais de tenir compte autant de la rationalité que de la pertinence du positionnement nouveau que nous pourrions avoir dans telle ou telle région du monde. Et à cet effet, les interlocuteurs du président de la République, spécialistes de la matière, ont partagé leurs réflexions, leurs vues sur le sujet. On peut retenir, à la fin de cette séance, qu'il n'est pas exclu qu'à terme, cette carte diplomatique évolue quelque peu pour tenir compte de la nécessité ou de la pertinence pour notre pays d'être présent en tel ou tel pôle du monde. Et il n'est pas à exclure non plus que ce type de conférence des ambassadeurs se répète parce que nous n'en avions pas l'habitude et le président de la République qui l'a initié pourrait ne pas exclure d'y recourir à nouveau les années prochaines. Voilà, en parlant de cette séquence, ma question oui. À propos des missions diplomatiques, oui. évidemment, préfigurait de ce que nous parlerions maintenant de la carte diplomatique. Il faut préciser que je ne dirais pas cette affaire, ce point précis a été un peu comme un objet de cristallisation de toutes les divergences depuis déjà quelques années. Aujourd'hui, tout le monde le comprend. Entre 2016 et 2020, cette carte a été modifiée, disons-le, 3 fois. On est passé d'une trentaine de représentations à on va dire, à une dizaine de représentations avec des pôles un peu partout pour rationaliser les besoins de l'État. Maintenant, le chef de l'État, on l'aura compris, re-questionne cette stratégie. Comment vous l'analysez, vous? D'abord, par rapport au communiqué du porte-parole, je trouve que c'est très bien balancé dans le thème qu'il faut. Il parle je retiens surtout la pertinence et la rationalisation. Voilà. 2 mots. Voilà. Mais avant d'arriver là, il faut pas. Il y a quelque chose, il y a une logique dans laquelle tout le monde doit rentrer. C'est-à-dire, et c'est l'intérêt de cette émission. Oui. Bon. Parce que quand on parle de carte diplomatique, quand on fait la réunion, ceux qui doivent faire les études, chacun a sa façon de voir les choses. Oui, surtout qu'à cette époque, au fil des ans, on a eu vent de quelles critiques ici. On ne doit pas fermer telle ambassade. C'est ça, voilà. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est comme je disais la dernière fois, moi je suis béninois. Mais je n'ai pas compris qu'on ait fermé l'ambassade du Bénin en Inde au moment où, dans la même année que la Banque africaine de développement devait y tenir son assemblée annuelle. On se dit, mais ceux qui ont pris cette décision, est-ce qu'ils ont une information, comment lister l'actualité politique au niveau international? Vous voyez? Donc on peut faire des critiques, et ça peut venir de... Mais le vrai problème, c'est les fondamentaux. Il faut qu'on rentre dans la même logique. Bien. Et vous voyez, quand on parle de l'État, il y a une ambassade dans le monde, n'importe où dans le monde, c'est une représentation. Oui. Et la diplomatie est l'instrument par excellence de la représentation. Maintenant, tout dépend de la perception qu'on a de la représentation. Je vais faire une petite étude comparée. Quand on parle de représentation, c'est la même chose au niveau, il n'y a pas de changement au niveau interne et au niveau international. Au niveau interne, et la représentation comporte 2 éléments. Il y a les réalités sensibles et l'autre du symbolique. Quand on dit pouvoir d'État, quand le président se déplace, va aller au défilé, le président vient, vous voyez, il y a des signes qui annoncent que le président vient.
Mais quand vous allez à la frontière, il y a les emblèmes qui annoncent que nous sommes au Bénin, nous quittons le Bénin pour le Togo. Bon, et il y a la force, les forces de l'ordre. Il y a l'injonction fiscale. Vous devez payer l'impôt. Ça, c'est l'ordre des réalités sensibles, ça. Quand on parle de représentation de l'État à l'interne. Mais l'autre élément qui rentre dans l'ordre du symbolique, c'est tout ce que, les comportements qu'adoptent les fonctionnaires de l'État, les hommes politiques, les discours, tout ce que ceux qui représentent le pouvoir, leur comportement tous les jours, ça facilite l'obéissance au pouvoir. Selon que tout le monde, quand c'est décrié, on dit non, nous sommes dans un État, nous sommes au 229, on ne peut pas accepter. Et ça ne facilite pas l'obéissance au pouvoir. Donc ça, c'est l'ordre du symbolique. Vous voyez, il faut pouvoir doser. Quand on parle de légalité, légitimité, ça va avec. Mais c'est la même chose au niveau international. Je vais vous donner un petit... Au niveau international, pour revenir sur les deux termes, la réalité sensible et l'ordre du symbolique. Réalité sensible. Mais en tant qu'ambassadeur pour le Saint-Siège à Rome, j'ai été invité, le corps diplomatique est invité à une cérémonie à l'ambassade d'Israël près du Saint-Siège. Mon chauffeur a fait une petite erreur. Il n'est pas venu avant pour reconnaître la porte d'entrée. Et quand il m'a conduit, qu'on allait découvrir ensemble. Or, il y a deux entrées. Il s'est trompé, il a garé la voiture devant la première entrée qui n'est pas la bonne entrée. Ce n'est pas là qu'il y a le contrôle d'entrée. Moi, je sors de la voiture. et je constate que ce n'est pas... Je cherche, je trouve... Et maintenant, je vois que l'autre portail n'est pas loin. Bon, au lieu de rentrer dans la voiture pour qu'on me conduise au bon portail, moi, j'ai marché pour aller au bon portail. Mais m'ayant vu marcher, et ils disent, mais monsieur, votre pièce d'identité, c'est-à-dire, il ne savait pas que je suis chef de mission à ce moment-là. Votre pièce d'identité, il dit pièce d'identité, moi j'ai souri. Je viens derrière, je retourne dans la voiture. Quand ils me voient retourner dans la limousine, ils se sont dit, parce qu'au moment où ils me posaient la question, il y a des ambassadeurs qui venaient directement au portail indiquer à qui ils allaient ouvrir la portière. Et moi, on me demande la carte. Ma pièce, quand je retourne dans la limousine, ils se disent, c'est un chef de mission. Et il n'a pas pu me rattraper. J'ai vu, il a pris son téléphone pour appeler son ambassadeur, pour dire attention, on vient de faire une erreur. Et l'ambassadeur du Bénin, parce qu'ils ont annoncé le numéro, l'ambassadeur du Bénin n'a pas pu entrer. Il y a eu tel incident. Dans la voiture, l'ambassadeur s'est bien appelé. Monsieur collègue, monsieur l'ambassadeur, vraiment, ça c'est les petits agents, ne vous en faites pas. J'ai dit, mais malheureusement, je suis déjà très loin, je ne suis pas retourné, je suis parti. Ça, c'est la réalité sensible, ça. Ça dit que c'est ce qui représente l'État, ça. Ça, c'est la réalité sensible. Maintenant, l'ordre du symbolique, c'est ce qu'on appelle la puissance. Dans la régulation des relations intérieures, en dehors du droit, il y a aussi la puissance. Et là, elle est relative, évolutive, interrelationnelle. C'est-à-dire, quand nous parlons des objets d'art qui sont rentrés au Bénin, les gens vont prendre le Bénin au sérieux parce que ça fait champion dans tel domaine. Ça, on a beau être petit pays, comme petit pays en griffe, mais on a pu ça participe du rayonnement. Du rayonnement, vous voyez. Donc, pour dire, de la même manière, la carte diplomatique, c'est-à-dire il faut qu'on rentre à cette logique-là d'abord. Les réalités sensibles, l'ordre des réalités sensibles, l'ordre du symbolique. Quand nous sommes dans ça, on rentre d'abord dans ça, avant de voir la pertinence et la rationalité. Donc, on considère que l'ambassade du Bénin aux États-Unis ou en Allemagne, c'est une représentation et il y a des choses qui sont incontournables. Et puis, à ce titre-là, on peut être partout dans le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Il y a le Global Diplomacy Index qui précise que les puissances sont en moyenne 120 représentations dans le monde et que ça fait à peu près 1% de leur budget. Et quand on voit leur budget, on sait que ça fait beaucoup de milliards d'euros. Donc, il faut pas qu'on... Quand on sort de cette logique-là, on peut passer à côté de l'essentiel. Donc, on a des besoins d'économie tout de suite. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue cette réalité-là. Et c'est en tenant compte de cette réalité qui existe, qui est créée, parce qu'il y a ce qu'on ne voit pas facilement. Ceux qui ont conçu, moi je dis que c'est un génie, ceux qui ont conçu le monde, l'organisation des services diplomatiques, vous pouvez vous imaginer, quand il y a eu conflit entre
il y a eu problème par rapport au Shah d'Iran en Iran. Oui. Et les étudiants ont pris d'assaut l'ambassade. L'ambassade des États-Unis. Pardon? L'ambassade des États-Unis. En Iran? En Iran, oui. Mais qu'est-ce que la Cour de justice a dit? Attention, vous a dit que la Convention de Vienne de 61 a tout réglé et elle se suffit à elle-même. S'il y a un problème, quel qu'il soit, la Convention dit comment il faut régler les problèmes, déclarer non grata. Si les diplômes ils sont sortis, il y a abus de droit, ils n'ont pas déclaré non grata, ou on vous rappelle l'ambassadeur, ou on interrompt, on coupe les relations diplomatiques. Elle dit c'est prévu, ce n'est pas prendre les gens. Donc le génie a travaillé. Donc tout ça là, c'est pourquoi les puissances qui ne s'entendent pas. Vous allez souvent entendre parler des Américains qui disent il y a des États qui les contredisent tous les jours, mais quand ils viennent, qui arrivent aux Nations Unies à New York, et se prononcent contre les États-Unis. Ouais. Ce mécanisme-là qui a été conçu, c'est du génie, quoi. Voilà. Bon, donc, concrètement, par rapport à notre situation. À notre situation, à nous, c'est-à-dire, nous exploitons ça, qui existe déjà. C'est un don de l'humanité. Et maintenant, par rapport à nos besoins concrets, compte tenu de nos moyens, c'est à nous de voir quelles sont les parties du monde qui sont importantes pour nous, mais nous ne sommes pas absents. Vous voyez, c'est justement pour ça que je rappelle la tradition. Voilà. On n'est pas absent là où on n'a pas d'intérêt. Voilà. Est-ce que c'est le cas d'école type d'accrochage possible ou de dissension possible entre le diplomate professionnel et le politique? Parce que le politique, quand on considère l'aménagement, les arbitrages concernant au sujet de cette carte diplomatique, il y avait un objectif de rationalisation des ressources. Très concrètement, par exemple, en créant des pôles, Paris, beaucoup de diplomates même si ça a été gardé en sourdine, mettre Bruxelles, Berlin sous la coupole de Paris, donc on dit ah non, c'est pas tenable. On a parlé de cette même question, on a parlé du Canada, on a parlé des États-Unis, on a parlé en temps du Brésil, de Cuba, et ainsi de suite. Est-ce que voilà, cette prérogative qui est exclusive au chef de l'État peut cristalliser les dimensions? Il ne doit pas y avoir de problème parce que l'administration a pour rôle d'accompagner le politique. Oui. Et en cette matière-là, si vous avez un bon personnel diplomatique qui fait du bon travail, il y a de quoi séduire, c'est-à-dire sortir même le politique de sa première façon de voir les choses. C'est une façon de... C'est-à-dire, aux affaires étrangères, il faut dire que vous prenez 3-4 diplomates, ils n'ont pas forcément les mêmes vues. Mais ce qui est important là, nous avons le même objectif. Et nous avons un rôle, c'est cela que parfois les diplomates croient qu'ils sont au-dessus des autres fonctionnaires. Ils disent, ce n'est pas des gens à qui on donne des instructions seulement, ils travaillent. Ils se disent qu'ils sont les mieux placés pour conseiller le dirigeant, l'homme politique. Et en ce sens-là, vous donnez un exemple un peu extrême. Je suis ambassadeur en poste à l'étranger. Ce n'est pas par rapport, on décide de couper les relations avec l'État auprès duquel je représente mon État. Ce n'est pas un intérêt personnel, hein, mais il me revient de convaincre mon président que ce n'est pas la bonne décision. Et en ce moment-là, je risque même d'être comme au service de l'autre État. Ça, c'est la difficulté du métier, ça. Donc, et ça, il ne doit pas avoir de problème. Normalement, si le diplomate conseille bien l'homme politique, il ne doit pas avoir de problème. Et en cette matière-là, en dehors des jeunes diplomates en fonction, je crois qu'il y a des diplomates à la retraite. Je crois qu'en Afrique, il y a des pays, les pays anglophones le font systématiquement. Les pays francophones, il y a quelques États, le Sénégal et puis le Burkina, utilisent les compétences de certains ambassadeurs, même à la retraite. Parce que c'est des gens qui ont de l'expérience dont on peut profiter un peu de frais. Bon, on suppose que le chef de l'État peut en consulter beaucoup. Oui, ça c'est vrai, ça, on ne peut pas savoir, c'est la boîte noire. Oui. Mais le plus important, c'est faire en sorte que l'intérêt national soit sauvegardé. C'est le plus important pour le diplomate. Il est formé pour ça. Faire en sorte que l'intérêt national soit une réalité. Mais les moyens sont divers. Les approches sont diverses. Les approches sectorielles, la démarche globale. Lui veille à la démarche globale. Chacun peut avoir sa façon de voir les choses. Mais lui veille à ce qui est la démarche globale, soit il y a de la méthode de la démarche globale. En évoquant en tout cas ce réaménagement qui est annoncé avec l'ouverture d'ambassades qu'on a eu à fermer il y a quelques années, est-ce que ça dénote, est-ce qu'on peut parler d'échec ou de réajustement? Non, pas d'échec.
Mais le problème, c'est que... Ou bien on s'est rendu compte qu'on s'est trompé non, ça dit que quelque part. Ce qui dérange un peu, oui. c'est la façon dont on a procédé. Ça dit que il y a l'héritage international dont tous les États bénéficient, mais il y a aussi un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'effort fait par l'administration. L'État est une continuité. Oui. De 60 à nos jours, mais ceux qui ont... Il est vrai, on peut trouver à redire sur le fonctionnement des ambassades et des consulats aujourd'hui, oui. Et tel que c'était avant 2016. On peut trouver à redire sur le fonctionnement. Ça, c'est l'administration, ça. Mais c'est fondamental. Ceux qui ont travaillé pour que le code, la carte s'élargisse au fur et à mesure du temps, mais ça vient aussi de la réflexion. Oui. C'est comme si ceux-là, et puis c'est comme si ils ont créé pour créer. Maintenant, parce que moi, j'ai été ambassadeur, accrédité à l'extérieur, mais il y a quelque chose que j'ai regretté, par exemple. Quand j'étais au ministère comme directeur, j'ai des collègues qui sont ambassadeurs, qui ont été ambassadeurs par la suite, mais qui étaient ministres conseillers dans certaines ambassades. Je voyais comment ils ont travaillé en tant que ministres conseillers, ils ont aidé leurs ambassadeurs. Ils sont devenus directeurs après. C'est de très bons cadres. Mais moi, quand j'étais en poste, je n'ai pas eu la chance d'avoir ce type de personnel. Je travaillais tous les jours comme si j'étais... Vous voyez, je n'ai pas eu ce type de... Ça signifie qu'on peut trouver à redire. Oui. Donc, il faut prendre l'existant, analyser. Mais quand on va de 34 à 10, là, oui. C'est comme si, on jette, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas senti... Je ne critique pas, hein, c'est pas pour critiquer. Mais la démarche, ça peut étonner. Ça a été brutal. Oui, on se demande comment a-t-on pu faire ça. Et puis moi, j'ai vu la plupart de mes collègues sur le forum, ils trouvaient curieux cette démarche, quoi. Mais parce que quand on regarde bien, il n'y a pas... Et à supposer que nous ne cherchions à progresser dans le domaine économique, oui. À supposer même ça, c'est-à-dire l'ambassade, c'est la présence au monde. Il n'y a pas que... L'homme est fait... ce qui est important pour l'homme, c'est à la fois le pain et la liberté. Oui. Si le monde ne se porte pas bien, si moi je ne cherche que la nourriture, là, il faut qu'il y ait la paix autour pour en profiter. Oui. Et quand on parle de diplomatie aujourd'hui, je peux définir la diplomatie comme l'art de construire l'intérêt national, pas la culture internationale. C'est un monde... Comment ils se demandent, les pays occidentaux, qui mettent 30%, 40% de leur budget dans la prévention au niveau international, pour qu'il y ait la paix dans le monde. Oui. Alors qu'ils ont des préoccupations en matière économique aussi. Donc l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Donc on ne peut pas parler de diplomatie aujourd'hui, qu'on soit petit ou grand, et ne voir que le pain et oublier la liberté. Oui, justement, pour vous paraphraser, vous parliez de pain à justice. Est-ce qu'on peut comprendre la position du chef de l'État qui a un prisme affiché sur l'efficacité des services diplomatiques? Pour lui, il faut que, quand on lit un peu, on lit comment ça a été mené, on lit encore, en tout cas, les nouvelles mutations dont on va parler tout à l'heure, il faut que les services soient assez efficaces pour permettre au Bénin d'atteindre ses objectifs. Vous parliez d'économie à juste titre. Est-ce qu'on peut caricaturer ainsi un peu moins de petits fous, un peu moins de parlotte pour en lieu et place des contrats, en tout cas des liens qui nous rapportent très, très concrètement et qui permettent à notre pays de se développer. Ce qui fait la chance d'un État, c'est d'avoir un chef d'État qui a une vision. Donc on ne peut pas critiquer un chef d'État pour sa vision. Il a été élu sur la base de son programme, ça signifie que les Béninois ont trouvé que cette vision est bonne. Et quand il arrive, il y a des choses qui ne vont pas lui plaire. Il y a des priorités. Mais l'administration des affaires étrangères a pour devoir de faire ce qu'elle doit faire traditionnellement, mais de gérer aussi la particularité du chef de l'État. C'est-à-dire qu'on peut inclure la prééminence de ces objectifs-là, mais dans un ensemble, quoi. On ne met pas une croix sur l'ensemble. Parce que si on met une croix sur l'ensemble, on peut même ne pas avoir de résultats pour l'aspect sectoriel. Vous voyez? Donc, l'aspect sectoriel, la démarche globale. Et chez nous, c'est très important. C'est très important. Voilà. On va écouter le ministre Aurélien Agbenossi. En parlant de dissension, de divergence, on va l'écouter rapidement à l'occasion de son discours de sortie du ministère. Avec le reste du monde parce que nous ambitionnions de l'esprit.
Monsieur le ministre, je vous laisse les clés d'un département spécial qui n'a pas vocation à délivrer un bilan en entrée et sortie monétaire. C'est un ministère aux actions discrètes, mais ô combien nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde. Et ce sont ces bons rapports qui déterminent tout le reste. De par sa nature noblement régalienne, sa raison d'être est de révéler le dynamisme de notre pays, de créer un environnement régional et international qui soit favorable à ses ambitions afin qu'il compte et rayonne davantage sur la scène internationale. Je vous souhaite autant de plaisir que j'ai eu à servir notre pays. Je ne saurais mettre un terme à mon propos de circonstance sans vous inviter à accorder une attention particulière aux aspects sociaux de la gouvernance qui sera la vôtre à la tête de ce ministère, notamment à l'endroit de son personnel qui s'est souvent senti mal aimé. Pensez aussi à gérer le dossier des droits acquis, mais non payés, de nos diplomates retraités. Cette séquence a retenu l'attention de tout le monde et on en parlait déjà, un département, pour paraphraser le ministre, un département spécial qui n'a pas vocation à délivrer un bilan en entrée et sortie monétaire. C'est un ministère aux actions discrètes mais nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde. En temps, pour contextualiser le tout, en temps, est-ce que c'est ce qui a justifié, par exemple, qu'on enlève l'attribution de la coopération, qu'on le rattache au ministère de l'économie et des finances. Mais là, on comprend fondamentalement que c'est un point de divergence clair entre le président de la République et son ex-ministre des Affaires étrangères. Oui, peut-être. On va parler dans ces détails. La boîte noire, je ne rentre pas dans la boîte noire. Mais il est clair que la coopération qu'on déplace. Oui, justement. Quel est le poids, en fait, quel est le poids réel de cette décision? Vous connaissez le ministère, les pratiques. Concrètement, dans la gestion des affaires, en enlevant la coopération des affaires étrangères et la rattachant à un autre ministère, quelle est la conséquence directe dans la gestion des affaires Moi, je suis sûr qu'il doit y avoir une fiche qui a conseillé cette opération. Mais je me demande comment ça peut se faire au concret, au quotidien. Avec ma petite expérience, parce que les affaires étrangères, il est vrai, ça fait plus, comme on dit, tout à l'heure je parlais de la démarche globale et puis des approches sectorielles. Et la diplomatie avait pour objet au départ, mais pour expliquer même tout, c'est la possibilité de communication. C'est d'abord ça, la diplomatie permet la communication avec certains outils qui permettent la communication. Et je me rappelle quand on était étudiant, on faisait la part en droit international, les premiers instruments signés en matière diplomatique. Vous allez voir, il y a les accords signés avec les amis, les accords signés avec les ennemis, les accords signés avec les neutres, les États neutres. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, on ouvre, il faut qu'il y ait une possibilité de communication. Et tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit l'évaluation, c'est-à-dire le champ technique du diplomate est épargné dans l'évaluation. Donc, au fond, ça explique que ce n'est pas un ministère où on met 1 franc, on veut 2 francs le lendemain. Quoi. Ouais. Il y a déjà ça. Ouais. Mais maintenant, il faut reconnaître que la diplomatie s'est transformée. Le monde s'est transformé et la diplomatie s'est créé beaucoup d'autres outils. On parle de diplomatie économique. Mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est ça. Et puis, je ne peux pas critiquer non plus une décision qui sort la coopération. Ce n'est pas la première fois. Hein. Il y avait, au temps de la Révolution, une direction de la coopération internationale au ministère du Plan. Et donc, les affaires étrangères ne faisaient que les affaires étrangères. Donc, ce n'est pas la première fois. Mais c'est de façon concrète, comment c'est organisé. Et surtout, la démarche globale, c'est-à-dire l'unité il faut qu'il y ait l'unité systémique. Ouais. C'est le plus important. Donc, on ne peut pas critiquer, parce que comme j'ai dit au commencement, dans l'organisation des services diplomatiques, au niveau international, tout est balisé, pas selon les conventions, mais au niveau interne, c'est la liberté qui est faite aux États d'organiser leurs services comme ils entendent. On peut même décider, on parle de coopération décentralisée, ça peut être entre les communes, comme ça peut être contrôlé par les affaires étrangères, ce qui est certain même dans les États fédéraux, les États fédérés disent qu'ils ont des compétences au niveau international, mais la compétence au niveau interne là,
C'est pas automatique au niveau international. C'est pas l'État fédéral qui... Vous voyez, il y a beaucoup d'aménagements. Donc, sur ce plan-là, on ne peut pas critiquer le chef d'État qui, selon sa vision, organise ses services comme il entend. Tout à fait. Maintenant, le plus important, c'est l'encadrement de l'administration des affaires étrangères pour qu'on sache qui fait quoi, pour qu'il y ait une bonne démarche globale, quoi. Voilà, mais est-ce qu'on peut comprendre que cet événement-là a quelque peu précipité les choses? C'est-à-dire que... Ça encore, c'est la boîte noire. Oui, ça encore, c'est la boîte noire. Ça encore, c'est la boîte noire. D'accord. Mais il y a quelque chose de préoccupant entre l'annonce, en tout cas, les informations qui sont distillées et l'acte qui sanctionne le remplacement du ministre et donc la cérémonie dont on a été témoin le 7 juillet, il y a quand même une période de flottement. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment vous analysez ce mutisme, en tout cas de l'État au sujet du limogeage supposé, en tout cas du ministre, puisqu'on a dû lire dans un journal panafricain que le ministre a eu à confirmer effectivement qu'il n'est plus à la tête de son ministère. Est-ce que pour les services de l'État, pour l'État lui-même, est-ce que c'est le meilleur mode de gestion de cette... Vous direz encore une fois, vous n'êtes pas en position de critiquer, mais comment on peut apprécier cela? J'imagine que le chef de l'État, il est responsable il répond au l'État. Donc, il attend un résultat de chaque service. Oui. Et il ne peut pas laisser un service sans organisation, sans tête, c'est clair. Et comme je disais ailleurs, il y a toujours... L'intérim est permis. L'intérim est permis. Mais il faut avouer que je note, comme tous les Béninois, que le gouvernement actuel a son code en matière de communication au public. C'est-à-dire, on n'entend rien à l'intérieur. Au journal, à 12h, à 13h, même sur le RTB, on parle de tout, dehors, et choses. Mais on n'aborde pas le sujet. Et Jeune Afrique qui nous donne la nouvelle, quoi. Oui. Alors, est-ce que c'est un code nouveau? Je ne sais pas. Mais, seulement, c'est une question que je me pose. Hein. Est-ce que c'est parce que le peuple béninois donne l'impression de... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays au monde où on parle d'intrusion du social. L'affaire d'initier, mais les populations veulent influencer les choses. Et dans ces pays-là, on donne l'information. Ça dit que, ah oui, on a limogé, on n'a pas limogé. Vous voyez, ça dit qu'il y a des pays avancés où, au quotidien, à l'instant, même en temps réel, l'information passe, quoi. Est-ce que ça, c'est une façon d'exister, c'est-à-dire, chaque régime a son code. Mais je constate, quelle importance le gouvernement donne aux populations par rapport à l'importance de la nouvelle, quoi. Ça, je me pose la question moi aussi. Donc, je n'ai pas la réponse. Voilà. Et pour les fonctionnaires eux-mêmes de ce ministère? Ah non, les fonctionnaires, il y a quelqu'un chargé de l'intérim. Et le service doit tourner normalement. Puisqu'il y a un décret qui fixe l'organisation, les attributions de fonctionnement. Et ce n'est pas parce qu'on a changé de ministre que l'État s'arrête. Non, là, je parle de cette période tampon où on n'avait aucune information, on ne savait pas si... Oui, on n'a aucune information, mais à l'intérieur, les fonctionnaires, ils savent quel ministre assure l'intérim. Ah, ça, c'est clair. Ah oui, parce que les paragraphes sont déposés, il y a un ministre qui... Et d'ailleurs, l'information passe puisqu'ils doivent signer. C'est qu'ils ne sont pas autorisés, en tant que diplôme, ils ne sont pas autorisés à aller raconter dehors cette personne qui a su l'intérim. Mais les papiers qu'ils font, les papiers qu'ils se font signer à un ministre, ils doivent savoir. Parce que je me rappelle, quand notre ministre voyageait, il y a un ministre qui a su son intérim. Il y a changement, après c'est un autre. Et on nous communique pour qu'au bas des documents que nous faisons signer, quel est le nom du ministre. Donc à ce niveau, il n'y a aucun problème, en principe. C'est pour le public qu'on se dit, c'est qui le ministre, maintenant. Non, ça ne doit poser aucun problème normalement. Mais l'information, pour l'information du gouvernement, a son code. C'est ce que je constate. D'accord. Alors, une question qui n'est pas anecdotique hein, pour passer au nouvel entrant. Quand vous pensez aux 7 ans du ministre Aurélien Agbenossi, qu'est-ce qui vous reste, en tout cas, de son passage? Qu'est-ce qui me reste de son passage? Honnêtement, nous gardons, j'ai dit à ma communication de l'Assemblée nationale qu'en matière de culture, au moins le Bénin a fait preuve
de bons élèves de l'UNESCO, bon, et qu'on peut citer en matière, puisque la puissance est relative. Ouais. Au moins dans ce domaine-là, mais honnêtement, je préfère ne pas donner mon appréciation. Non, on ne parle pas de la personne, on parle de son action. De son action, oui. Ouais. Oui, même je ne peux pas faire un bilan. Puisque, comme je dis, si l'évaluation du diplomate n'est pas une chose évidente, parce que le champ technique de son doit être épargné en matière d'évaluation. Et si je me mets, c'est seulement quand le député n'est pas satisfait qu'il convoque, qui demande et pose des questions au gouvernement. Donc, vous me voyez, moi, en train de faire une évaluation. Non, pas une évaluation. Je ne peux pas me en le tant permettre. qu'ancien diplomate, en tant qu'ancien ambassadeur. D'accord, ok. Alors, nous allons parler maintenant déjà du profil du nouvel entrant. On sait déjà, on connaît l'inclination du président de la République, en tout cas pour le ton à donner à la diplomatie béninoise, une diplomatie plus pragmatique, en tout cas plus offensive et plus concrète portée sur les champs économiques. Là, on a un banquier qui prend les rênes du ministère. D'aucuns, disons, trouvent ce profil quelque peu intriguant pour ce qui relève de la spécificité des affaires étrangères. Quelle est votre opinion à vous? Non, intriguant, c'est quand même un peu exagéré. Ça dit que il n'y a pas de profil à indiquer pour un ministre. Un ministre, ce qu'on lui demande, c'est une grande culture et une bonne compréhension de la mission qui est la sienne. C'est suffisant. Imaginez-vous, vous avez comme ministre des Affaires étrangères, quelqu'un comme paix à son âme, le président Zissou. Il a été ministre des Affaires étrangères, vous n'avez rien à craindre. Quelqu'un comme Albert Thévoire, pour parler de culture, quoi. Il n'y a pas de profil indiqué. Donc c'est un faux procès qu'on fait. C'est un faux procès, mais seulement la précaution. Oui. C'est que je vois circuler sur les réseaux des idées qui viennent de ce ministre quand il n'était pas ministre. Oui, on va en parler. Sa position sur le Nigeria, il y a quelques années, oui. Sa position affichée, mais de ce qu'on a pu lire de son engagement, c'est un entrepreneur, c'est un banquier, et il va au plus, en tout cas, il colle très bien, son discours colle, on peut le dire, en tout cas, au discours du président de la République, la position du président de la République. Nous essaierons de construire une diplomatie afin d'attirer plus d'investisseurs. Donc le temps est donné. On est toujours dans la diplomatie économique. Donc, voilà. Oui, c'est très bien. Mais le plus important, c'est de savoir qu'il s'agit de l'intérêt national du Bénin. Ce n'est pas les vues d'un homme. Il a un profil qui cadre avec la vision du chef de l'État. Oui. C'est une très bonne chose. Mais maintenant, il faut maintenant qu'on s'assure que des éléments qui composent l'intérêt national du Bénin. Et ça devient l'affaire du Bénin, quoi. C'est-à-dire, le chef de l'État est le garant dans cette matière-là. Si son profil cadre avec les vues du chef de l'État, il faut que maintenant, il y ait la démarche générale qui fait que l'un dans l'autre, toute leur façon de voir, ça coïncide vraiment avec l'intérêt. Parce que quand on dit intérêt national d'un État, oui. Il s'agit des préférences sociétales. C'est en réalité des préférences sociétales. Mais de qui vient la préférence sociétale? On peut dire, premier niveau, quand on a élu un chef d'État, on est d'accord avec son programme. Ça fait déjà un premier niveau. Mais est-ce que ça suffit? Parfois, quand le chef de l'État il est là, s'il veut aller plus loin que ce qu'il a dans son programme, il a même intérêt à voir comment se fait le marchandage entre les différents ministères, pour voir, parce que c'est une longue tradition dans tous ces ministères qui sont impliqués chaque jour dans l'action internationale. Donc, c'est le deuxième niveau, ça. Maintenant, il y a un troisième niveau. Si le chef de l'État découvre, parce que c'est lui qui est à la manœuvre, hein, s'il découvre qu'il a un ministre des Affaires étrangères dont le profil correspond à sa vision, bien. Il voit qu'au niveau du marchandise interministériel, il n'a rien à tirer. Il lui est loisible de créer une agence qui lui permet de mettre le tout ensemble. Mais ce qui est important, c'est l'unité systémique. Quand on a fait tout ça,
Les affaires étrangères sont compétentes pour la mise en œuvre. Il faut qu'il y ait une bonne articulation de l'administration et de politique. Ouais. Donc, un homme qui a une vision, qui a de bonnes idées, c'est de bonnes choses. Mais tout ça, c'est des éléments, il faut pouvoir mettre le tout ensemble pour que ça fasse ce qu'on appelle intérêt national. Parce que l'intérêt, c'est plusieurs niveaux. Hein. Il y a le chef d'État lui-même qui a sa vision. Ça, il y a maintenant les préférences sociétales. Il y a aussi l'effort que les États doivent faire pour créer la culture internationale. C'est pas facile. Hein? Donc, ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un ministre qui vient avec une idée, non. C'est un élément qui compte. Mais il faut voir dans quelle mesure, l'un dans l'autre, c'est son profil, les idées du chef de l'État, les préférences sociétales, quel que soit le mécanisme, agence ou marchandage de termes ministériels. Et maintenant, au niveau international, la culture, si vous faites tout ça et ça marche à l'intérieur, si avec le Nigeria, ça ne fonctionne pas, ça signifie que la culture internationale, soit au Bénin, on n'a pas suffisamment de culture internationale, soit au Nigeria, ils n'ont pas suffisamment de culture internationale. Vous voyez, c'est 3 niveaux d'analyse et c'est pas facile. C'est à cela que il y a tous ces 3 niveaux, plus l'incertitude du milieu international même. C'est-à-dire que chaque État a des défis et c'est changeant. C'est pour ça qu'on épargne toujours le champ technique de l'administrateur en matière politique. On épargne. On ne cherche pas à contrôler la démarche du diplomate. Parce qu'il est dans un milieu mouvant. Et il tient compte de plusieurs facteurs. Plusieurs paramètres. C'est très compliqué. Voilà. Maintenant, le plus important, il faut reconnaître la spécificité de ce département-là et tenir compte de lui chaque jour qu'il s'agit de diplomatie. Quoi. Un homme politique ne peut pas rester isolé et se passer de cette richesse. Vous avez l'impression que c'est ce qui se... Non, je dis pas, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Voilà. Alors, pour passer une expression d'un de nos consultants réguliers économistes, Sophonie Jet-Kabouré, qui disait par rapport à cette décision que les ambassadeurs sont appelés à devenir les agents commerciaux du ministère. Est-ce que bon, ça peut être une caricature, mais est-ce que c'est dans cette dynamique qu'on se lance? Et d'ailleurs... Oui. Poser une question peut-être un peu plus pernicieuse. Est-ce que depuis 2016-2017, le corps diplomatique, qu'on sait très conservateur, très, je ne dirais pas renfermé, très difficile à bouger, s'est mis à l'idée de cette nouvelle, de cette transformation que le chef de l'État tient à impulser? Oui, ça c'est une très bonne question. Oui. Parce qu'il faut, moi, même en tant que diplomate, il y a quelque chose que je combats. Quand on dit la diplomatie ou diplomate, là, c'est pas forcément les débats de carrière. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de l'expertise aux affaires étrangères. On a besoin de toutes les spécialités. Et j'ai dit entre-temps que c'est le seul métier où on met 5 en 1. Oui. À ce titre-là, si un diplomate n'est pas capable aujourd'hui de faire les choses comme le président Talon demande, il n'a pas sa place aux affaires étrangères. C'est-à-dire que, de par sa formation, son profil professionnel, il doit être capable de faire ce que le président veut qu'il fasse. S'il n'est pas capable, c'est que dans sa place là, il n'a pas sa place là. Parce que, dans son travail tous les jours, parce que s'il est en poste et on lui confie une mission, et il analyse le milieu, il sait ce qu'il doit faire. Et quand il est débordé, il est capable de rédiger lui-même les instructions qu'il sollicite de son chef. S'il n'est pas capable de faire une action concrète qu'on lui demande de poser un acte concret, c'est commercial, c'est pas parce qu'il n'est pas commercialiste que sur ce terrain-là, il va être battu en brèche. Non, il doit être capable. Tout ce qu'on nous demande, c'est de ne pas rentrer dans les renseignements. On n'est pas agent de renseignement. Mais tout ce qui est technique, et arriver à atteindre les objectifs à partir d'une méthode qu'on élabore et qu'on partage avec son chef, il doit pouvoir le faire. S'il n'est pas capable, il n'a pas sa place aux affaires étrangères. C'est si simple que ça. Donc cette mutation, normalement, ne devrait pas poser de problème. Je dis toujours, il y a la démarche globale et la approche sectorielle. On doit pouvoir lier les deux. Voilà. Alors, en parlant toujours de diplomatie et de cette... Est-ce que ça annonce... on est on va dire, grosso modo, 3 ans de la fin du mandat. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de revirement de la stratégie diplomatique où on est dans une
simplement une continuation avec des têtes qui changent. Comment vous appréciez? Parce qu'on vient de faire 7 ans, il reste 3 ans. Ce changement intervient maintenant avec de nouvelles orientations, avec une carte diplomatique qui est appelée à bouger, avec des objectifs spécifiques, certainement assignés aux diplomates pour engranger, on va dire, des contrats et en tout cas des ressources pour notre pays. Est-ce qu'on peut parler de revirement ou simplement d'un réajustement? Peut-être un réajustement, pas revirement, parce que au fond, c'est quelqu'un qui agit, qui s'arrête pour revoir les choses, c'est un homme intelligent. Un homme intelligent. Et puis, c'est parce que, il faut dire, on n'a pas l'habitude de parler de diplomatie. C'est un monsieur très mal connu. Sinon, si vous regardez, dans les pays développés, on ne se rend pas compte. Quand les doctrines de chefs d'État, là, qui forment des parenthèses, bon, ça montre que, et puis arriver qu'on change. Mais en 60, le président Kennedy a nommé comme ambassadeur en Afrique rien que des hommes politiques de son parti. Parce qu'il s'est dit, oui, la diplomatie a continué comme ça se faisait, mais en Afrique, j'ai une façon de voir l'Afrique. Vous voyez, ça l'a fait. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et on doit être habitué à ça. Et en Allemagne, il y avait quand il y avait la séparation de l'Allemagne, la division en deux, l'Allemagne, la RFA disait que ceux qui ont des relations avec la RDA ne doivent pas avoir des relations avec elle. Et après, les choses ont changé, on parle des relations inter-allemandes. Vous voyez, les choses peuvent changer. Ça, c'est une façon de... C'est la vie, quoi. Ça rend à la vie. Parce que rien n'est figé. Rien n'est figé. Les choses, on dit, le milieu international est un milieu incertain, changeant. Donc, les réajustements devraient être possibles, quoi. Sans honte, hein, sans honte. Hein. Voilà. Ce dont nous sommes en train de parler, de la diplomatie béninoise, avec toutes ces mutations, ces derniers chamboulements, on a quand même l'impression que sur ces dernières années, quand le Bénin a disons, un rayonnement différent, le pays a apprécié autrement, au-delà de tout ce qu'on peut considérer comme faille ici ou là, on peut apprécier la carte diplomatique ou pas, on a l'impression quand même que notre pays est perçu autrement. Et pour vous, est-ce que c'est une tendance de fond ou c'est quelque chose qui... est-ce que nous assistons là à une vraie transformation de la perception de notre pays à l'étranger? Est-ce qu'il y a un particularisme béninois qui s'est dessiné ces dernières années, que ce soit la présence dans les organisations internationales, la manière d'aborder les dossiers les plus sensibles? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Oui, malheureusement, vu la complexité des affaires étrangères, la complexité des relations internationales, il n'y a pas beaucoup d'outils pour faire cette évaluation-là. Actuellement, le seul outil qui fait autorité, c'est le Global Diplomacy Index et qui met l'accent sur le nombre de représentations. Parce qu'on dit que quand vous n'êtes pas présent au monde, c'est comme si on peut dire, vous pouvez faire quoi si vous n'êtes pas présent au monde? Ça part de là. Maintenant, dans ce contexte, le Bénin est arrivé à faire certaines choses. C'est tant mieux, par exemple, il y a un pays de l'Europe centrale qui nous a dit avec qui on coopérait pour la digitalisation. Ça, c'est très important. L'Estonie. Ça, c'est très important. Ajouter la culture. Je ne peux pas faire un chapelet parce que moi, habituellement, dans les discours politiques, je n'aime pas les chapelets. J'aime la permanence des finalités politiques. Je n'aime pas citer les choses, les ponts, les routes. C'est vraiment bas étage. Voilà, bas étage. Mais bon, il y a l'évaluation informelle quand même. Qu'est-ce qui se dit dans le milieu diplomatique, en tout cas, que ce soit au Bénin, à l'extérieur? Est-ce qu'il y a une perception du Bénin quelle est la perception que vos collègues que vous avez côtoyés entendent dans votre vision, dans votre vie d'antan? J'ai entendu une seule boutade, un prélat qui, quelque part dans le monde, avec qui je parlais au téléphone, et qui s'est moqué de moi, me disant que... parce qu'on parlait du Nigeria, justement. Le Bénin était présent au Vatican avant le Nigeria. Or, le Nigeria aurait aimé recevoir le pape Jean-Benoît XVI. Le protocole, à ce moment au Vatican, c'était un Nigérian. Le chef protocole, c'était un Nigérian. Et c'est quand le pape a accepté de venir au Bénin qu'il me dit, vous voyez, même mon pays a demandé. Mais moi, prêtre, je travaille pour l'Église, pas pour mon pays. Et le Bénin a gagné parce que le Bénin a une ambassade ici, pas le Nigeria. Mais après ça, et moi, on blaguait, on parlait de ça au téléphone avec ce prélat nigérian
et qui me répond, oui, mais finalement, le Bénin est parti, le Nigeria est resté. Bon, lui, c'est son évaluation, vous voyez. Ouais. Donc, la présence au monde, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Sans revenir sur les détails, mais la présence au monde, ça compte beaucoup. C'est ce qu'on peut dire. Voilà, il nous reste quelques minutes pour... Ça passe très vite. Et si on devait finir, si vous dites oui. Je suis le même temps. Quand je disais que la présence au monde est très importante, il y a une chose importante qu'il ne faut pas oublier. Chaque pays a ses problèmes qu'il cherche à régler en allant sur la scène internationale. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue un élément essentiel. Tous les outils que nous utilisons, les institutions partagées là, ça vient de la société internationale. Et ça, l'objectif, c'est pour faciliter la socialisation politique internationale. C'est ça qui permet tout. Si ça n'existe pas, il n'y aura pas de coopération sur le plan de développement. Or, il y a certains pays qui croient qu'on peut mettre une croix sur les autres choses et favoriser le développement. Non, ça ne marche pas. Un petit exemple, pour finir, le débat. Allez-y. Aux Nations Unies, il y a eu 2 exemples. La Cour pénale internationale, c'est la lutte contre l'impunité dans le monde. Il y a les armes à sous-munitions, signées à Oslo, négociées à Oslo. Le Bénin m'a autorisé à négocier ces 2 accords, à les signer. Donc j'ai négocié aux Nations Unies, j'ai signé ces 2 accords. Mais si je vous dis comment j'ai participé, mais quand on a annoncé ces 2 accords, les affaires étrangères, parce que pour raison de moyens, on a demandé que notre ambassade à New York nous représente. Mais les Nations disent non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une question de socialisation politique internationale. Il faut que la capitale y participe. Vous devez envoyer des diplomates de la capitale, vos patrons à la capitale pour qu'on parle de... Donc, ils ne veulent pas avoir les ambassadeurs à New York. C'est les patrons qui viennent du ministère pour négocier. Ils se rendent compte. Et comme on a trouvé que ça a fait de budget, ils ont décidé que on prenne en charge les pays qui ne peuvent pas financer le voyage. Donc c'est comme ça, pour ces 2 conventions que j'ai négociées pour le Bénin, c'est les Nations Unies qui ont payé mon billet, mon séjour à New York et à Oslo. Mais qu'est-ce que j'ai constaté quand je suis allé là-bas? Tout à l'heure, je disais que dans le budget des puissances, ils mettent la plus grande partie dans ce qui concerne le monde, la paix, la prévention. Ce n'est pas les petits calculs. Mais j'arrive aux Nations Unies pour la négociation. Moi, il y avait 2 cas de l'ambassade derrière moi, donc j'étais au micro. Mais quand je suis resté, moi seul, pour les 2 conventions, je suis resté assis pour négocier 2 conventions. C'est en 2 événements différents, mais moi seul comme négociateur. Mais quand j'ai constaté que quand on va d'un article à l'autre, les grandes puissances là, qui ont payé le déplacement de leur cadre là, quand on va d'un article à l'autre, on change de cadre. Ils changent de cadre, c'est un autre qui vient. Article 1er, je suis là. Article 2, c'est toujours moi. Mais article 2, l'Allemagne, les États-Unis, c'est un autre spécialiste qui arrive. Et quand ils ont constaté que les Africains, parce que quand même, d'un article à l'autre, là, on change, c'est des domaines de compétences. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rapidement, c'est les ONG internationales qui ont recruté les meilleurs experts au monde pour que pendant les négociations, nous, Africains, là, qu'on ne soit pas, on ne nous libère pas. On organise un cocktail pour nous. Et pendant le cocktail, là, à la pause, avant la reprise, les experts nous entretiennent sur les sujets qui arrivent pour nous préparer techniquement. Donc, pour dire quoi? Quand on dit diplomatie, là, c'est comment construire un monde de paix dans lequel chacun peut venir chercher son marron, quoi, du feu. Ce n'est pas le marron d'abord, quoi. Vous voyez? Or, quand on perd ça de vue, on perd à côté de l'essentiel. Et c'est ce qui risque d'arriver à certains pays quand on ne partage pas la tradition, quoi. C'est une longue tradition qui vient de très loin. Et nous avons des années, des dévanciers aux affaires étrangères du Bénin, de renom, qui... Et puis, l'une des choses, elle dit la franchise. Le diplomate, il faut qu'il soit ouvert et franc. Il ne faut pas qu'il hésite à faire des fiches. Moi, je signale au passage, pendant la Révolution, nous avons des aînés qu'on a chassés du ministère pour leur franchise. Donc ça là, pour rappeler que le diplomate a un devoir vis-à-vis du politique. Voilà. Les fiches, quand ça ne va pas, elle dit, quand ça ne va pas, c'est tout le monde. Donc il faut faire des fiches à temps pour éviter que ça ne marche pas. Voilà, encore que c'est le politique au final qui décide. Qui décide sa fiche. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Ambassadeur Théodore Komlanvi Loko. Ça a été un plaisir de vous écouter. On espère vous avoir de façon régulière. Et je signale, nous avons un aîné, l'ambassadeur
Candide avant tout, mais vraiment Candide, hein, comme son prénom l'indique, qui nous exhorte d'ailleurs à nous prononcer parce qu'on a constaté que les diplômes ne parlent pas, et les gens parlent à leur nom et mal en leur nom. Eh bien, on va vous solliciter. Merci beaucoup à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes au bout de cet entretien. Je rappelle que dans ce fauteuil de ce matin, nous avions le plaisir d'accueillir M. Théodore Kamlanvi-Loko, ambassadeur à la retraite, docteur en droit public, enseignant-chercheur en droit international et en sciences politiques. En espérant que vous ayez glané ici et là quelques réponses à vos questionnements. Merci encore. On se retrouve dans quelques minutes pour le duel de dimanche. C'est politique.